Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S901 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 12 septembre 2024. Cette émission vous est présentée par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Claire Lemarchand, directrice de la communication chez Écosystème, et Damien Rouet, fondateur et rédacteur en chef du magazine en ligne Phototrend, pour cette grande discussion autour de l'industrie de la photo face à la transition écologique. Alors, pour commencer, on va vous partager quelques chiffres qui ont été compilés par Réponse Photo dans leur hors-série intitulée « Un regard sur la planète » et qui donnent le vertige et qui vont nous permettre de mettre le doigt sur différents aspects de cette problématique. 3,5% des émissions de CO2 dans le monde sont liées au numérique, selon l'ADEME, Agence de la transition écologique. 95 millions de photos et vidéos sont publiées chaque jour sur Instagram en 2023. 78% des émissions de CO2 d'un appareil électronique proviennent de sa fabrication, toujours selon l'ADEME. 70 à 77%, c'est le taux de recyclage d'un petit appareil électronique en France, selon Écosystème. 2 000 $, c'est la valeur moyenne des produits électroniques inutilisés par un adulte en Europe, incluant appareils photo, téléviseurs, smartphones, ordinateurs portables, tablettes et consoles de jeux vidéo, selon MPB. Et 10 milliards de $, c'est la taille du marché de la photo d'occasion en 2025. C'est une projection donc, toujours selon MPB, avec une croissance de 8 à 9% par an. Bien entendu, il faut prendre ces chiffres avec précaution et garder en tête que dans le spectre de ce que l'on appelle les produits électroniques, les produits photo représentent une toute petite part de la problématique si on les compare par exemple à l'industrie des smartphones. Alors peut-être pour commencer, Claire, Damien, une première réaction à ces chiffres qui sont assez impressionnants quand même. Alors, il y en a beaucoup, on pourrait commenter, les commenter les uns après les autres. Moi, ce que je retiens, et c'est valable pas que pour l'industrie de la photo, c'est que l'empreinte d'un objet, d'un équipement électrique, électronique, c'est 80% au moment de la fabrication. D'où, et je le répète, la nécessité de prendre soin, entretenir, réparer. Si on veut passer à un autre objet, on donne, on revend, on fait reconditionner. En tout cas, on ne stocke pas dans ses placards, dans ses tiroirs. Et il y a un gros enjeu, notamment sur la photo, parce que c'est souvent des appareils auxquels on est attaché, qui correspond à une période de vie, qui correspond à un cadeau qu'on nous a fait, qui correspond aussi à des instants qu'on a capturés et que l'appareil a pu restituer. Bref, on a du mal à s'en séparer, ce que j'entends très bien. Mais à un moment, il faut rouvrir ses placards régulièrement et se poser la question. Qu'est-ce que j'en fais ? C'est OK de le garder, mais à un moment, on les oublie aussi. Donc, c'est dommage parce que ça aurait pu servir à quelqu'un d'autre. Et ça, si ça sert à quelqu'un d'autre, ça évite de refabriquer un nouveau. Donc, ça évite d'en acheter un nouveau et donc d'en refabriquer un. Et donc, c'est autant de ressources qui sont économisées. Oui, comme tu l'as dit, tous les chiffres pourraient être commentés. Moi, il y en a un qui m'a frappé, c'est le 2 000 $, selon les sources MPB, de produits électroniques inutilisés par adultes T'as fait le en calcul Europe. chez toi ? C'est fou. Mais je veux dire, on pourrait tous le faire ici autour de la table, et je pense que c'est assez vertigineux, surtout quand on s'intéresse à la photo. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Damien, mais justement, $, lui. Ça donne à réfléchir. Clairement, comme le disait Claire, la photographie, c'est quand même une activité très... on est très attaché à notre matériel et donc on a toujours envie de conserver... alors on a tous un argentique, j'imagine, de papier à la maison qu'on a. Qui cale les livres. Qui cale les livres, qui décore une étagère. Prend la poussière. Qui prend la poussière. Et pareil pour les appareils photos les plus récents. Donc régulièrement, moi, je regarde dans mes placards et je pense de plus en plus comment faire pour ne pas avoir non plus des choses qui ne sont pas utilisées, donc les faire tourner, soit les partager avec sa famille, ça peut,
On pense à des appareils photo compacts qu'on a dans des tiroirs, bah, pourquoi pas les partager à des enfants qui sûr. vont découvrir la photo. Parce qu'on parle de surconsommation, enfin tout à l'heure on a évoqué ça avec notamment le témoignage de Bénédicte Curzen, mais en fait il y a une accumulation aussi. C'est-à-dire qu'on surconsomme, mais on accumule, on stocke et on n'utilise plus, quoi. Donc ça fait réfléchir. Pour illustrer ça, alors avec une étude qu'on a faite sur les téléphones, parce que c'est le même sujet, hein, on garde nos téléphones, il y a... Au moins, quand même. Il y a en France... Sauf un iPhone 43 3GS. millions de téléphones stockés Combien dans nos tiroirs. 43 millions 43 millions. J'en ai au moins 4 chez moi. Voilà. Facile. Donc, je suis très sentimental. La messe est dite. Oui, alors il y a plusieurs raisons pour ça. Il n'y a pas que le sentimental, c'est une explication. Il y a la peur que les données qu'ils contiennent, de ne pas savoir les effacer correctement. Donc, qu'elle soit, voilà, qu'elle nous échappe. Légitime, et puis plus on attend, moins on peut le faire en plus. Absolument. Et puis, il y a le au cas où, sauf que plus le temps passe, moins le au cas où va marcher parce qu'on aura perdu le câble pour le chargeur, en fait. Voilà, enfin, donc il y a plein de raisons à ça. Donc, c'est vraiment notre rapport à l'objet qu'il faut questionner. Je peux rebondir là-dessus, justement, sur le au cas où, parce que Jean-Nicolas, donc à la rédaction, a fait un rétro-test de l'iPhone 3GS. Alors, qui est sorti, je crois qu'il y a plus de 10 ans. Et justement, dans le cadre du test, on a essayé d'utiliser et la navigation sur Internet, ça ne fonctionnait plus. Ça faisait planter. On pouvait encore faire des photos, mais à la rigueur, c'est la prise de vue de photo qui était encore le plus durable. Mais le reste, toutes les fonctionnalités puis la connectique multimédia. doit être datée. La connectique est datée, ça reste de l'USB quand même, USB de base. Mais c'est vrai qu'en effet, plus on attend, moins on peut les utiliser. Après, le au cas où joue beaucoup en photo parce que, notamment chez les professionnels, quand on a une activité qui dépend de la photo, on a toujours besoin d'un au cas où si jamais on a un appareil photo qui tombe en panne ou on casse une optique. Donc, c'est un sujet. Bon, alors, on va commencer notre réflexion par parler de la notion de durée de vie des produits photos et vidéos et voir si les constructeurs vont dans le sens du vent dans ce domaine. Nous avons demandé à Ronnie Studient de la boutique spécialisée ipln.fr de nous partager son point de vue. Moi, je dirais aujourd'hui qu'il y a deux phases différentes. On a effectivement la conception des produits en eux-mêmes, et là-dessus, c'est pas réellement, par exemple, un changement de matériaux ou un changement de technologie qui a permis d'avoir quelque chose de plus durable, je pense. Par contre, effectivement, on a eu beaucoup de montées en gamme au niveau des produits, que ce soit les boîtiers, que ce soit les optiques, et ce qui du coup implique un attrait un petit peu plus important de la part des fabricants et un soin plus important qui est apporté justement à leur conception. Et du coup, ce qui en découle, c'est qu'on remarque qu'il y a beaucoup moins de pannes au niveau des produits. Et après, l'autre point, c'est la longévité des produits. Et là, on remarque qu'on a des durées de vie commerciales des produits qui sont beaucoup plus longues et que lorsqu'un nouveau produit est annoncé, ça ne signifie pas, par rapport à avant, la mort de son prédécesseur, mais le prédécesseur, souvent, est repositionné en gamme de prix et permet de toucher un nouveau type de client. L'intérêt de la mise à jour, c'est que du coup, elle va te permettre de pouvoir récupérer certaines fonctionnalités. Alors évidemment, tu ne feras pas d'un A7 III un A7 IV par exemple, ou tu ne feras jamais d'un R5 un R5 Mark II, parce qu'il y a des grosses différences hardware qui peuvent exister, et là, on n'en parle pas. En revanche, toutes les améliorations software, elles sont intéressantes à garder, et elles vont permettre aux gens de pouvoir justement garder plus longtemps leur appareil s'ils le souhaitent, encore une fois, et que le jour où ils sont amenés à changer de boîtier, au lieu que ce soit peut-être un saut d'une génération, ça soit un saut de 2 générations, et où là, on aurait du coup des différences et software et hardware qui seront beaucoup plus importantes. Et malgré ça, on se rend compte qu'il y a toujours des gens, que ce soit des professionnels, des amateurs ou des passionnés en règle générale, qui sont friands des dernières technologies. En parallèle, les fabricants en ont conscience, puisqu'on a de plus en plus d'offres bonus de reprise qui existent. C'est-à-dire qu'en gros, tu achètes un produit, si tu revends ton produit d'occasion, et uniquement si tu revends un produit d'occasion, tu as une remise supplémentaire. Donc, c'est aussi une façon pour les fabricants de pousser les gens à faire de la revente de matériel d'occasion et de ne pas laisser les produits pourrir sur l'étagère ou de ne pas savoir quoi en faire. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui contribue à la pérennité des produits dans le temps. Donc comme quoi, et comme toujours, au final, c'est le consommateur qui choisit. On lui offre des options et des possibilités, mais c'est lui qui choisit.
Bon, il aborde plein de sujets. Ronnie, dans son témoignage, Claire, la base en fait de toute cette réflexion, tu l'as déjà un petit peu évoqué, c'est le fait que les industriels de l'électronique, que ce soit de la photo ou d'autres types de produits, mettent sur le marché des produits qui sont durables dans le temps, des produits solides. C'est bien ça? Alors, durable, solide ou réparable, ou en effet, c'est un enjeu fort. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des enjeux de pouvoir d'achat. Et donc, il faut aussi, c'est là où c'est compliqué, il faut aussi avoir des produits accessibles. Alors, je ne parle pas de la photo forcément, parce que ce n'est pas, pardon, messieurs, un produit de première nécessité. Ça dépend pour qui. C'est une question de point de vue, ça. En fait, ça l'est, mais disons que. Non, mais je veux dire, un frigo. On l'a par d'autres moyens. Donc, aujourd'hui, le téléphone va supplanter ce besoin qui est un vrai besoin social, en fait, de faire des photos, mais on ne le perçoit plus via le téléphone est un produit de première nécessité. Voilà. Aujourd'hui, je suis d'accord. Ne serait-ce que pour appeler, pour faire, avoir accès à Internet et faire tout un tas de démarches, mais je veux dire, on peut ne pas faire de photos et vivre, enfin, rester vivant. En revanche, conserver des aliments, c'est un vrai sujet. Pouvoir cuisiner, c'est un produit de première nécessité. Et là, il y a des logiques marché, chacun doit trouver sa place. Et donc, un premier prix, ça n'a pas de... Il n'y a pas de secret. Si c'est pas cher, on sait pourquoi. C'est que, a priori, soit il y a moins d'options, mais il y a moins de matière, ou pas de la même qualité, ou c'est fabriqué plus loin. On entendait parler il y a quelques années de ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Je me rappelle, il y avait des reportages assez à charge, notamment dans le domaine de l'impression à domicile chez Epson, avec un espèce de compteur bien caché qui mettait en rade la machine à partir d'un certain nombre de tirages. Ça avait fait grand bruit à l'époque. C'est un sujet qui est toujours là, Claire, ou les choses se sont un peu calmées là-dessus? Alors, il faut savoir que c'est un délit, l'obsolescence programmée. Donc, il y a eu... la France a légiféré. En fait, on en entend encore parler. Je ne saurais pas répondre objectivement et comment dirais-je, avec des chiffres sur le sujet. Il y a probablement ce qui est réel et ce qui est perçu. On entend souvent, du temps de nos grands-parents, les lave-linges ou les frigos duraient plus longtemps. Comparaison n'est pas raison, ça dépend de l'usage qu'on en a fait. On peut pas, par exemple, si on compare exactement le même lave-linge qui est installé chez un couple de retraités versus une famille où il y a 3 enfants, probablement, et encore j'en sais rien, mais faudrait le mesurer, mais probablement que celui qui est dans la famille nombreuse va durer moins longtemps. Mais de quoi parle-t-on? En nombre de lavages, à la fin, ce sera probablement le même. Okay. Donc en fait, c'est un sujet ultra compliqué. Je sais pas vous répondre de façon certaine sur ça. En tout cas, pour amener ça à la photo et pour rebondir sur ce qu'a dit Ronnie, les mises à jour de firmware en hybride luttent un petit peu contre ça. Donc là, pour le coup, comparaison peut être raison par rapport au réflexe. C'est-à-dire que là, on a une démarche qui fait qu'on peut s'inscrire dans la durée quand on achète aujourd'hui un appareil photo parce qu'on sait que, en tout cas au niveau logiciel, derrière, ça va suivre. De plus en plus de constructeurs emboîtent le pas. Et tant mieux, parce que ce n'était pas le cas auparavant. Et on peut se dire que du coup, un appareil va durer peut-être 5, 6, 7 ans, alors qu'à une époque pas si lointaine, il fallait en changer tous les 2 ans. Je ne sais pas ce que tu en penses, Damien, c'est un peu le même sentiment, mais j'ai l'impression qu'on est sur un chemin un peu plus vertueux de ce côté-là. Sur la durée des logiciels et de leur mise à jour, etc., je partage votre point de vue. En effet, c'est un vrai enjeu. L'enjeu, il est plutôt probablement là aujourd'hui. Après, justement, on parlait d'obsolescence programmée. Il ne faut pas oublier qu'à une époque, nos réflexes avaient donc tous un obturateur mécanique et ce n'était pas programmé, mais il y avait une durée limitée de vie. Il était donné pour un nombre de déclenchements, tu as raison. C'est ça. Alors souvent, c'était 300 000. 100 000 pour des entrées de gamme, jusqu'à 300 000 pour des modèles professionnels. Après, c'était des mesures théoriques, mais au bout d'un certain temps, il fatiguait. Donc, il fallait soit le changer,
donc aller le faire réparer. Si ce n'était pas pris en charge par la garantie, parce que généralement ça arrivait après la garantie, il fallait donc trouver un réparateur, ça coûtait un peu d'argent. Souvent, c'était à ce moment-là que les gens mettaient aussi l'appareil photo de côté en disant il est terminé, je vais en acheter un nouveau, quoi. Mais il y a probablement une limite technique, technologique. Exactement, il y avait c'est-à-dire mécanique là. mécanique, Ouais. oui. C'était Autrement dit, c'est pas programmé. Enfin, moi, ce que C'est j'aime une pas pièce dans le du terme genre, c'est une pièce du obsolescence programmée, c'est comme s'il y avait une sorte de complot. Non, là, on était informés. Voilà, et ça, je trouve ça un Comme peu disait Arthur, chez Epson, par particulier. exemple, ou peut-être d'autres constructeurs d'imprimantes, il y avait presque un vice caché, quoi. Là, en revanche, l'obturation, c'est une donnée qui est clairement énoncée, donc il n'y avait pas de tromperie, on peut dire. Et on pouvait même aller au-delà, hein. Dans certains cas, on a vu des obturateurs comme les voitures, d'ailleurs, les compteurs de voitures, on a vu des données parfois un petit peu hallucinantes, et l'état d'un appareil qui fait peur et qui déclenche pourtant encore. Mais par rapport à ce que tu dis, Damien, c'est vrai que Nikon récemment a montré aussi l'exemple avec 2 appareils qui sont les premiers à se débarrasser de l'obturation mécanique et à ne fonctionner qu'en obturation électronique. Donc potentiellement, là encore, des appareils qu'on va pouvoir utiliser ad vitam. Mais c'est un petit peu paradoxal quand même quand on observe l'industrie de la photo, puisqu'on a on est sur la fin de la révolution de l'hybride qui amène du coup voilà, ces boîtiers, en tout cas sur le papier, moins sujet à des problèmes de casse, mais d'un certain point de vue, il a quand même fallu renouveler l'intégralité du parc des boîtiers réflexes et peut-être même et surtout l'intégralité du parc des optiques. Donc c'est un... Je sais pas forcément. Est-ce qu'on peut concilier évolution technologique et co-responsabilité ? Pas forcément déjà, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui aiment leurs optiques, qui sont attachés à leurs optiques réflexes ou autres pour le rendu colorimétrique, pour la manipulation, tout ça, pour plein de raisons. On peut avoir plein de raisons. Il existe quand même des moyens de les utiliser encore sur les hybrides. Donc, et après, il faut signaler quand même. Après, il faut aussi un peu prendre un peu de recul. Nous, on est des journalistes, on parle des nouveautés des hybrides. Parce qu'on y a accès. Parce qu'on y a accès, on les teste, mais sur le terrain, à chaque fois que je vais à un événement photo, notamment sur la photographie animalière par exemple, on a des photographes qui sont toujours avec un réflexe, ils ont leur habitude, leurs optiques, parce que les optiques réflexes pour faire de l'animalier, ils les ont payés assez cher souvent, et donc on va dire le switch vers l'hybride, il est terminé chez les constructeurs. Je donne ma main à couper qu'en 2024 ou 2025... Pentax est capable de faire quelque chose. Alors, hormis Pentax... On va peut-être avoir un retour de hype des réflexes dans 5-10 ans, tu sais. Alors, mets tes mains à l'abri quand même. Pas sur 10 ans, mais sur les prochaines années, on va dire. Je ne pense pas qu'un nouveau réflexe sortira. On l'a même vu aux Jeux Olympiques, les parcs de prêt des constructeurs étaient vraiment tournés vers l'hybride, et même Canon qui avait mis à disposition, je crois, des RDX, les a gardés sur le bras, sur les étagères, parce que plus de photographes sportifs voulaient les utiliser. Donc je reviens juste sur le fait aussi, aujourd'hui on a de moins en moins de pièces mécaniques dans les appareils photo, donc techniquement, on va dire, théoriquement, ils fonctionnent plus longtemps. Après, il peut toujours avoir des pannes électroniques. On a notamment vu ça aussi sur certains produits de stockage des SSD, qui, malgré que il n'y a plus de disque dur mécanique, il y avait des tombées en rade à cause de problèmes de soudure ou autre. Donc ça ne met pas ça de côté. Mais en effet, les produits sont de plus en plus durables, et ça pose un problème limite de réflexion, parce que les gens ont envie de changer de produit, mais l'appareil photo fonctionne encore très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, à mon avis, la principale critique qu'il faudrait émettre vis-à-vis des hybrides, c'est plutôt sur les batteries qui sont c'est des appareils très énergivores, beaucoup plus qu'avant, qui tirent beaucoup plus sur les batteries. Et je pense que le vrai sujet, il est là. Mais un peu comme là on peut parler même au sens général, les vélos. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet sur nos consommations de batteries de manière générale, quoi. Claire, est-ce qu'il y a des moyens officiels qui peuvent faire bouger les lignes et contraindre, je dis bien contraindre les industriels à optimiser leur stratégie de durabilité sur le hardware? Je pense par exemple à l'Europe, qui a obligé les constructeurs de smartphones à tous, enfin pas que de smartphones, à tous s'aligner sur l'USB-C. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qu'on pourrait faire un peu pour aller dans
dans le sens du vent, dans ce registre? Probablement, mais on sera toujours confronté à où se situe la tête pensante de l'entreprise. Si c'est pas en Europe, ça aura des limites, même si ça peut quand même jouer. Mais l'Europe, c'est petit dans le monde, si on dézoome un peu. En revanche, alors je vais encore parler de réglementation et pardon. Il y a ce qu'on appelle la CSRD qui va arriver dans les entreprises et qui va les obliger à faire un reporting de tous leurs indicateurs RSE, mais c'est normé, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus dire eh ben chez Intel on a fait ça et c'est super bien parce qu'on se parle à soi-même, rien n'est comparable d'une entreprise à l'autre, donc en fait voilà, ça devrait pousser vers une forme de en tout cas un système un peu plus vertueux, parce que ce sera public les résultats. Donc voilà, moi j'espère que ça va faire avancer pas mal d'industriels. En tout cas, ça en prend le chemin. Mais il ne faut pas croire, les industriels, ils sont aussi conscients des enjeux climatiques. La complexité, c'est comment passer d'un paradigme à un autre. Bon. Alors, les efforts des industriels sur la durée de vie des produits, c'est une chose. Le comportement des utilisateurs et des consommateurs en est une autre. Et sur ce point aussi, les habitudes changent beaucoup en fonction des types de produits, et la photo y compris. On écoute le témoignage de Rachel Thompson, en charge des questions de durabilité chez mpb.com, nous parler des évolutions des comportements de consommation des photographes et vidéastes ces dernières années. I think there's three main reasons why people are interested in buying second-hand or used. Je pense qu'il y a trois raisons principales pour lesquelles les gens s'intéressent à l'achat d'appareils photo et d'objectifs d'occasion. La première raison est spécifique aux appareils photo et aux objectifs, et c'est la croissance phénoménale de l'économie des créateurs de contenu numérique à travers le monde. It's estimated that there's now around 50 million people who are content creators around the world. And so they want, on estime qu'il y a maintenant environ 50 millions de créateurs de contenu dans le monde et ils cherchent à produire des photos et des vidéos de haute qualité. Pour cela, ils ont besoin d'équipements de haute qualité, ce qui les pousse de plus en plus à se tourner vers le marché de l'occasion. En lien avec cela, spécifiquement pour les appareils photo et les objectifs, c'est qu'ils sont très bien conçus. Ils sont fabriqués pour être durables, pour durer longtemps, pour être réparables et en effet, pour que les boîtiers d'appareils photo et les objectifs soient interchangeables. Beaucoup de ces principes de l'économie circulaire sont déjà présents dans les appareils photo et les objectifs. Et il y a beaucoup d'innovations au cours des 5 dernières années également qui vont dans ce sens. The second main reason is that I think people are increasingly broadly recognizing the benefits of living sustainably. Particularly younger people. La deuxième raison principale est que, selon moi, les gens reconnaissent de plus en plus largement les avantages de vivre de manière durable, en particulier les jeunes. Environ 70% des personnes ont acheté quelque chose d'occasion au cours de la dernière année, et cette tendance ne fait que croître. And I think the third big reason, and this is really related to the ecological drivers as well, is affordability. La troisième grande raison, qui est également liée aux motivations écologiques, est l'accessibilité financière. Nous avons tous constaté une inflation des prix au cours des dernières années, les fabricants ayant eux-mêmes subi une hausse des coûts des matières premières, ce qui a eu un impact sur l'ensemble de l'économie. Le coût de la vie et l'accessibilité financière ont rendu les gens de plus en plus conscients de la nécessité de trouver des bonnes affaires. Si le produit recherché est bien conçu et fait pour durer, comme un bon appareil photo ou un bon objectif, l'acheter d'occasion devient tout à fait logique. Bon, MPB, c'est un acteur de première ligne du marché de l'occasion photo-vidéo en France et en Europe. C'est une tendance globale, ça, Claire, qu'on retrouve sur toutes les familles de produits, les D3E?
Ça dépend des catégories, mais on va dire que en termes sociétal, oui, c'est une tendance de fond. Moi, j'étais quand même assez surprise du marché de l'occasion dans la photo, les chiffres que vous avez donnés en préambule avant le débat, dans toute la kyrielle de chiffres. Selon MPB. Hein. Selon MPB, ouais. Je pensais pas que c'était aussi important, mais il est évident que pour des raisons économiques, de pouvoir d'achat, environnementales, de praticité, enfin, il y a énormément de raisons. L'achat d'occasion, l'achat de reconditionné, le don, le troc, se développe. Et c'est que des bonnes raisons, en fait. Enfin, mais elles sont toutes valables. Et il faut... moi, j'ai hâte de voir le jour où ce sera tendance. Classe. Ça l'est déjà un peu, hein, non, auprès des jeunes non, qui s'emparent de l'argentique en photo, en tout cas. En photo, je ne connais pas le Il y a le vinyle avant. Enfin, il y a une espèce de retour comme ça. C'est vrai, mais pas pour tout. L'acte d'acquisition de seconde main n'est pas encore les vêtements quelque aussi. chose de tendance. C'est pour d'autres raisons. Pour les vêtements. Mais en tout cas, on voit tous les grands groupes de la vente se lancer un peu sur cette tendance. Alors, on pense évidemment à Back Market, qui n'est pas spécialement connu pour la photo, mais on a tous les grands distributeurs qui se lancent là-dessus. Et en ce qui nous concerne, les photos spécialistes. On a le programme Back IPLN qui fonctionne un petit peu sur le même modèle que celui de MPB, Camara, Fox. Tout le monde fait de l'occasion. Et ce qui est assez intéressant de constater, Damien, c'est que si on parle de MPB, le catalogue disponible est juste complètement dingo. Alors oui, c'est vrai que je vais souvent voir MPB d'ailleurs pour voir les nouveaux arrivages. Tu m'as eu. Le catalogue, alors j'ai pas de chiffres à donner là-dessus, mais en effet, il y a beaucoup de produits. Alors ça dépend, ça va varier. Après, si tu prends des références, on va dire très en public, on prend un A7 III par exemple. Ouais. T'en as des palanqués. Si tu prends des optiques aussi très utilisées, t'en trouves beaucoup. Un truc introuvable, tu le trouves sur MPB. Exemple, X100 Mark VI. X100 Mark VI, alors tu le trouves chez MPB, mais tu le trouves à un tarif qui est un peu démesuré parce que le trouves. MPB, on va dire, ils ont une stratégie qui est de répondre à l'offre et à la demande. Donc le X106 de Fujifilm, qui reste introuvable, je crois, encore aujourd'hui, peut être 3629 €. Voilà. Et le X105 ? Ah, je sais pas. J'ai noté que le prix du 6. Je peux dire que je suis pas prêt de m'en séparer de mon X65. Et tu vois, raison de plus d'être sage parfois et pas céder aux sirènes de la nouveauté. Mais un truc important sur ces plateformes, que ce soit MPB ou Back IPLN d'ailleurs, c'est le reconditionnement aussi des appareils. Parce que c'est pas juste des plateformes qui vont récupérer, comme on disait d'ailleurs tout à l'heure pour le Ghana, mais qui vont récupérer des boîtiers qui marchent plus ou moins, mais ils garantissent que les boîtiers sont en état de fonctionnement. Et ça, c'est important, avec une garantie derrière, qui est souvent de 6 mois. Bon, ça encourage peut-être aussi les gens à franchir le pas, là où, quand on va sur d'autres sites qui commencent par bon, qui finissent par coin, on ne sait pas trop parfois où on va, avec des particuliers, même si ça peut être valable aussi. On fait le parallèle entre, tu viens de faire deux types de sites, les sites qui revendent du matériel qui a été certifié donc, et validé, donc, et souvent il y a une garantie derrière, ou un site de petites annonces où là, on achète la main à la main avec une personne, on ne sait pas trop quel a été l'usage du produit, on ne sait pas combien de temps il a utilisé, si c'est une autre seconde main, et on va dire une fois qu'il a été acheté, il se passe quelque chose, on n'a rien. Donc en fait, finalement, souvent on critique ces plateformes MPB ou Back IPLN où les produits sont peut-être un peu plus chers, mais derrière, il y a une facilité, il y a une instantanéité. On n'a pas à chercher 40 annonces, à contacter des personnes, à se prendre des portes, etc. Et finalement, on gagne du temps. Donc, tout le monde y gagne, je pense. Alors moi, je vais mettre une toute petite nuance là-dessus. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est MPB, c'est qu'on peut trouver des choses très anciennes. Alors, si on s'intéresse au réflexe, là, c'est Grand Boulevard. Et on peut aussi trouver des choses extrêmement récentes. Mais par contre, pour les professionnels, je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne pas avec ces plateformes-là, parce que c'est de la vente d'occasion, donc il n'y a pas de TVA, donc les professionnels ne peuvent pas récupérer la TVA. Donc, d'une certaine façon,
acheter neuf pour un professionnel C'est plus revient à peu intéressant. près au même prix que d'acheter occasion du matériel récent sur ces plateformes. C'est paradoxal, je trouve. Bah là, il faudrait peut-être justement faire jouer la réglementation pour que même les professionnels puissent avoir un avantage à acheter de l'occasion. Après, c'est tout l'intérêt pour les pros d'adhérer au service pro des marques qu'ils utilisent aussi. Où là, tu peux avoir du matériel avec peut-être un prix plus intéressant et des services en cas de panne, etc., etc. Mais enfin, c'est un autre sujet. Mais plutôt que de racheter, du coup, ça permet d'utiliser un parc de prêt. Alors bien entendu, pour alimenter toutes ces plateformes, MPB y compris, il faut absolument qu'ils trouvent des produits. Et les photographes et les vidéastes sont les premiers à être invités à revendre leur matériel, leur ancien matériel d'occasion avant d'en acheter un nouveau. On écoute de nouveau Rachel Thompson qui nous explique le processus de reprise et la façon dont MPB réalise la cotation du matériel à la vente. So we don't just connect a buyer and a seller via our platforms. Nous ne faisons pas que connecter un acheteur et un vendeur via notre plateforme. Nous achetons à une personne et revendons à une autre. Nous effectuons également des échanges entre un acheteur et un vendeur. Vous pouvez ainsi échanger votre appareil photo et en acheter un autre chez nous. Nous détenons le stock, nous achetons le produit physique et nous le revendons ensuite. Now, the reason or the way that it works on our website, once you've decided to sell or trade your equipment to us, La façon dont cela fonctionne sur notre site est qu'une fois que vous avez décidé de vendre ou d'échanger votre équipement avec nous, il vous suffit de saisir la référence de vos produits. Vous estimez ensuite la condition de votre équipement et vous recevez un devis gratuitement. Vous n'avez rien à payer pour recevoir cette information. If you accept that quote, we provide you with the online with the information to print out and wrap up your equipment and send it to us for free. And if the equipment's in better condition, si vous acceptez ce devis, nous vous fournissons en ligne les informations nécessaires pour imprimer l'étiquette, emballer votre équipement et nous l'envoyer gratuitement. Si l'équipement est en meilleur état que ce que vous avez estimé lors de votre demande de devis, et que vous l'avez accepté, nous augmenterons le prix. S'il est dans le même état que vous aviez évalué, nous respectons le devis initial. Si l'équipement est en moins bon état, nous vous informerons que nous vous proposerons un prix légèrement inférieur. Vous pouvez alors choisir d'accepter ce prix ou, si vous ne l'acceptez pas, nous vous renverrons gratuitement votre équipement. We also have a very sophisticated proprietary, meaning we've built it ourselves, pricing engine. Nous disposons également d'un moteur de tarification très sophistiqué que nous avons développé nous-mêmes, basé sur plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine. Ce moteur calcule en temps réel la valeur de chaque modèle de produit sur le marché de l'occasion. Because we only deal in used or second-hand equipment, we're not tied to any behind-the-scenes deals with manufacturers either to Parce que nous ne traitons que des équipements d'occasion ou de seconde main, nous ne sommes pas liés à des accords en coulisses avec des fabricants pour promouvoir leurs produits avec des réductions ou autres méthodes. Notre évaluation est donc basée sur un grand moteur de tarification que nous avons construit nous-mêmes en utilisant notre expertise pour vous offrir le meilleur prix disponible sur le marché aujourd'hui. Bon, alors on l'a bien compris, le premier axe pour le photographe consommateur sur son comportement responsable, c'est d'essayer tant que possible de se tourner vers le marché du reconditionné et de l'occasion. Le second, peut-être aussi, et même avant tout, est de réparer son matériel existant plutôt que de le remplacer. Claire, chez Écosystème, vous avez une mission de sensibilisation sur cette notion de réparer plutôt que de remplacer. Absolument, ça fait partie de notre mission d'intérêt général. Et moi, mon rôle, notamment au sein d'Écosystème, c'est de sensibiliser le grand public et les professionnels à la nécessité, ou en tout cas à l'importance d'allonger la durée de vie des appareils électriques. Et donc la réparation, évidemment, en fait partie. Mais ça veut dire qu'il faudrait augmenter les durées de garantie, idéalement. Ça passe aussi par là, non ?
Les durées de garantie à l'achat, vous voulez Oui, dire, bien à sûr, l'achat ouais. du neuf? Alors ça, c'est pas mon domaine, Parce que vous moi. pouvez rien y faire, mais Non, on peut rien y faire. Ça, c'est les pratiques des fabricants. Et donc, nous, notre mission, c'est vraiment, à partir du moment où l'appareil est chez l'usager, faire en sorte et le sensibiliser à la réparation. Alors, les gens sont assez sensibilisés. Enfin, je veux dire, on comprend bien l'intérêt environnemental. Après, il faut le rendre accessible économiquement et géographiquement. Donc là, nous, on a tout un enjeu d'étoffer le nombre de réparateurs d'appareils électriques, électroniques et en plus... Il y a un label, hein, c'est ça, oui, Quali Répar. Quali Ouais, Répar. qui permet d'accéder au bonus réparation, donc la Oui, réduction. alors ça, un avis quand même sur le bonus réparation pour un appareil photo. Donc la photo est concernée déjà. Et pour un appareil photo, on parle de 20 €. Bon, évidemment que 20 €, ça reste toujours 20 €, mais sur une réparation, sur un matériel qui en vaut plusieurs milliers, on imagine bien tout de suite que ce sera totalement négligeable sur le prix qui va être demandé au photographe ou au vidéaste pour faire réparer son matériel. Tout dépend en fait de la panne, tout dépend de ce qu'il y a à réparer et du diagnostic qui est fait. Le bonus réparation, il n'est pas là pour, comment dirais-je, rembourser la réparation et la rendre gratuite. Hein. Enfin, ce serait pas possible. Je rappelle que le bonus réparation, c'est 1,5 milliard d'euros de budget sur 6 ans. Donc, c'est pas anecdotique. Ça, c'est l'État qui reverse ou c'est Non, l'éco-organisme? c'est l'éco-organisme, c'est pas du tout C'est de sur l'argent les public. 263 millions d'euros dont on parlait tout à l'heure. Absolument. Ok. Oui. C'est pas anecdotique du tout. Et donc, ça concerne plus de 70 équipements électriques, du frigo, en effet, à l'appareil photo, aux presses-agrumes, etc. Okay. Bon. Et donc, bien évidemment, il a fallu équilibrer et trouver la meilleure mécanique, et les montants des bonus faisaient partie de ce travail et de cette réflexion. Et c'est certain qu'au regard de ce qu'il y a en moyenne dans les foyers français et au regard de l'usage que l'on a des appareils électriques, alors je vais fâcher vos auditeurs, mais c'est plus embêtant quand notre lave-linge est en panne, et je parle des particuliers, hein, c'est plus embêtant que si l'appareil photo est en panne. Je ne parle pas d'un usage professionnel. Vous ne fâchez pas les auditeurs, vous nous fâchez nous. Moi, je ne suis absolument pas d'accord. Je lave ma lessive à la main s'il le faut. Non, mais bien sûr, je n'en doute pas. Mais l'enjeu, c'est ça. Hein. C'est qu'est-ce qui constitue de façon générale et majoritaire les équipements des foyers français, qu'est-ce qui est le plus handicapant au quotidien, et en fonction de quelle est la valeur moyenne de réparation. Voilà, donc tout ça, évidemment, c'est un fameux micmac. Et donc, en effet, sur l'appareil photo, probablement que par rapport au prix d'achat, c'est dérisoire, mais c'est le prix moyen de la réparation surtout qui est important de regarder. Damien, comment ça se passe, la garantie et la réparation du matériel photo quand on a besoin d'y faire appel? 2 ans, c'est la durée légale minimum de garantie d'un produit neuf. C'est ça. Mais il y a des constructeurs qui proposent 5. Je pense à Tamron, par exemple. Exactement. Alors, 2 ans, on va dire, c'est la durée légale européenne, je crois. Hein. Et ensuite, on peut avoir certains constructeurs ou certains revendeurs qui proposent des extensions de garantie. Alors, comme tu viens de dire, Tamron et même d'autres constructeurs comme Samyang aussi proposent des extensions. Alors, il faut que le photographe s'enregistre sur le site du constructeur. Je crois en plus qu'il faut le faire. Il y a une période après l'achat. Okay. Je ne sais pas si c'est sous 30 jours ou quelque chose comme ça. Quoi, dans ce truc-là, quoi. C'est ça. En fait, je pense que pour le constructeur, ça permet d'avoir une base de données avec un client, donc pouvoir l'adresser, lui envoyer des newsletters, peut-être lui parler de ses nouveautés, et en échange, un service supplémentaire avec une garantie étendue. Ok, donc la garantie, 2 ans minimum, 5 ans, dans le meilleur des cas, il y a une extension. Mais combien de temps les constructeurs sont contraints de proposer des pièces de rechange? Parce que moi, je sais qu'il y a des produits qu'on ne peut plus réparer aujourd'hui.
Alors en France, c'est 5 ans, je crois bien. Donc c'est 5 ans à partir de la fin de commercialisation du produit. Donc si par exemple on prend un appareil photo qui est sorti même en 2019, s'il arrête d'être commercialisé en 2024, jusqu'en 2029, on aura accès à des pièces détachées normalement. Et là, on pense au catalogue de pièces détachées Sony, qui a des boîtiers qui sont en vente, toujours commercialisés depuis plus de 10 ans. Ça, c'est en théorie. Après, en pratique, est-ce que trouver une pièce détachée, ça peut prendre un peu de temps, j'imagine. Et du coup, ça peut vouloir dire envoyer son appareil dans d'autres pays, etc. Où là, le bilan carbone va en prendre un coup. Exactement. Alors, je ne sais pas si on va en reparler des réparations, mais il y a pas mal de réparations qui ne sont pas effectuées en France. Voilà. Eh bien, on y va justement. Pour ce qui est de cette question de la réparation, est apparue en 2021 une obligation via la loi AGEC relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire de faire apparaître un indice de réparabilité au niveau des étiquettes produits en magasin et en ligne. Même si cette obligation ne concerne pas encore les produits photos, nous avons voulu prendre l'avis d'un revendeur spécialisé sur l'importance que les clients portent sur cette notion. On écoute Franck Mazelier, responsable de la boutique Camara et surtout du centre photo ciné réparation à Laudun, dans le Gard, nous en parler. L'indice de réparabilité, c'est quelque chose qu'on en entend beaucoup parler. Je pense que les gens ne sont pas forcément tous au courant de ce qu'il s'agit exactement. Je suis plutôt favorable à ce genre d'initiative. Maintenant, il y a quand même un gros problème sur l'indice de réparabilité parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne rentrent pas en compte. Aujourd'hui, il y a le problème qui, à mon avis, pour moi, est le problème majeur, c'est que le tarif des pièces détachées ne rentre pas en ligne de compte dans l'indice de réparabilité. Donc, vous pouvez acheter un produit aujourd'hui où l'indice de réparabilité sera très bon, donc côté vert, on va dire, et pas rouge. Donc, c'est les chiffres 7, 8, 9, 10, où on est dans des indices qui sont très bons. En fait, tout simplement parce qu'il va être réparable, parce qu'on va trouver les pièces détachées, parce qu'il y aura un délai de réparation ou de disponibilité des pièces détachées qui va être là aussi intéressant. Par contre, ça ne mentionnera pas le prix de la réparation. Aujourd'hui, vous avez des produits très haut de gamme en photo qui valent 2000, 2500 € à l'achat. Si vous les faites tomber, que vous voulez les faire réparer, ça va vous coûter le prix de l'objectif. Et je ne vais pas citer de marques parce qu'il y en aurait beaucoup à citer malheureusement, mais pas toutes, là je tiens à le dire. Et aujourd'hui, cet indice de réparabilité ne tiendra pas compte de ça. Donc je sais qu'il y a ça tend vers, ils veulent appeler cet indice de réparabilité, ils veulent arriver à l'amener vers l'indice de durabilité. Et là par contre, ça tiendrait compte du prix des pièces détachées. Donc je pense que c'est une très bonne initiative parce que les consommateurs peuvent être en effet informés sur la faisabilité de la réparation, mais on est quand même très content de savoir que c'est réparable, mais surtout de savoir si c'est réparable et à un tarif intéressant. Donc je pense qu'aujourd'hui, il manque ce côté-là et la photo, ça sera pareil. Donc il faut absolument qu'on arrive à évoluer encore pour pouvoir juger sur des critères, si vous voulez, qui vont être les critères qui vont nous faire décider, nous consommateurs, oui, il est intéressant à réparer, à acheter parce qu'il est réparable et pas trop cher. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, il y a la disponibilité des pièces, la documentation aussi technique qui est disponible ou pas. Il y a le fait que l'appareil soit démontable avec une nécessité d'utiliser des outils. Aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'en photo, je ne sais pas quel constructeur, s'il y en a un qui peut dire qu'il va correspondre à tous les critères qui sont demandés dans l'indice de réparabilité. Moi, perso, avec mon expérience et tout ce que je vois, je ne le pense pas et j'aimerais bien qu'il y en ait un qui me dise le contraire et je serais ravi de pouvoir discuter avec lui de ça. Voilà. Voilà. Voilà un avis tranché. Hyper intéressant ce monsieur. Et je peux rebondir là-dessus sur Franck et son service de photo ciné réparation. J'ai pu le tester pour un appareil photo dont la charnière de l'écran était cassée. Et je trouve que c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'en fait, tout est fait en ligne, un peu comme les sites de revente d'occasion. Vous mettez le produit concerné, vous mettez le problème, vous envoyez des photos, ils vous font un devis instantané et ça marche très bien. Donc voilà, juste un petit retour d'expérience sur ce service.
Et par contre, comment ça marche, l'indice de réparabilité? Qui est-ce qui l'attribue, en fait? Est-ce que ce sont les marques elles-mêmes qui se donnent la note ou parce que bon, on comprend pas trop comment ça fonctionne? Donc c'est les marques qui remplissent et qui doivent prouver les critères pour lesquels voilà, ils s'autonotent. S'autonote, c'est bien ça, hein? Alors en revanche, c'est contrôlé. Et c'est contrôlé. Et récemment, il y a une petite descente de la DGCCRF en magasin et certains ont été rattrapés par la patrouille. Ok. C'est incitatif, ça, pour qui, en fait, cet indice de réparabilité? Pour le consommateur Pour le à faire un consommateur. choix ou pour l'industriel qui va essayer d'aller dans le vert? J'ai l'impression qu'on met quand même beaucoup de responsabilités sur tous ces sujets sur les épaules du consommateur. C'est vrai, c'est lui qui achète et qui utilise au final. Mais Alors est-ce que les industriels sont vraiment contraints? l'indice de réparabilité, ça met plutôt la pression sur les industriels. Ok. Le consommateur, ça fait partie ou pas de ses critères d'achat. Mais libre à lui d'opérer son choix de C'est un peu la comme façon Yuka la avec la plus, nourriture, oui, la plus finalement, éclairée. c'est Sur Yuka, bon, il y a des choses, on sait que la note va être pas bonne parce que c'est ultra gras, ultra sucré, mais on a envie de le manger, on le mange. Bon, là, c'est un peu pareil. On a envie d'acheter, on achète, ou on n'a pas envie, on n'achète pas. Ça fait partie d'un des critères qui permet d'avoir le choix le plus éclairé possible, en plus du prix, en plus de la consommation, d'énergie, en plus de tout un tas de choses. En revanche, un industriel qui fait l'exercice une fois et qui constate qu'il n'a pas une bonne note, ça va lui poser problème à un moment. Donc c'est plutôt, ça a tendance à pousser vers le haut ce qui sera présent en rayon, bien sûr. Toi, Damien, si ça devenait obligatoire pour les produits photo, est-ce que tu serais prêt à indexer la note que tu mets à tes tests en fonction de cet indice de réparabilité? C'est marrant que tu me poses la question parce que je crois que j'avais déjà étudié l'idée de sonder un peu les produits, enfin une note un peu qui prenait en compte tout ça, mais c'est tellement opaque aujourd'hui qu'on pourrait pas le faire. Mais si jamais un jour un indice arriverait, oui, ça pourrait être reflété dans les tests. Bon. Alors maintenant, et pour terminer, on va essayer de s'intéresser à l'impact carbone lié à toute cette industrie. La majorité des industriels de la photo ont lancé des programmes de décarbonation de leur activité, au niveau par exemple de leur production, de l'utilisation de composants recyclés, ou même sur la vie entière d'un produit, depuis sa conception jusqu'à son cycle d'utilisation et même de recyclage. Sur ce sujet, par exemple, Sony cache pas ses ambitions avec son projet Road to Zero à horizon 2050, dont Yann Salmon, le gagneur de Sony Europe, s'est fait écho à l'occasion des derniers SWPA. Toutes les activités de production, de vente et de commercialisation des produits et des services Sony passent par le respect de l'environnement et du milieu naturel. Les premières pierres de l'édifice ont été posées en 1993, donc il y a plus de 30 ans, quand Sony a créé le Sony Global Environmental Policy, donc qui pourrait se traduire par le règlement environnemental Sony Global, qui a rapidement été changé en vision et programme d'action environnementale du groupe Sony. Et le Road to Zero, donc qu'on pourrait traduire par mission zéro émission, parce que la route pour zéro fonctionne peut-être pas très bien en français. Et donc cette mission pour zéro émission, Road to Zero, est née en 2010. Et l'objectif de base, qui n'est pas simple, est d'arriver à une empreinte carbone zéro d'ici 2050. Pour y arriver, il n'y a pas uniquement ce qu'on appelle le net to zero, qui est en gros les émissions carbone de CO2 à zéro, mais il y a tous les trois autres aspects. Le premier, à propos de la conservation des ressources naturelles, donc comment on gère l'utilisation de plastique, par exemple. Le deuxième volet, c'est le contrôle de l'utilisation des produits chimiques et de leur recyclage. Et le troisième volet, c'est la promotion de la biodiversité, donc les actions qui vont permettre, dans sa globalité, à Sony à participer à la biodiversité. Si je prends l'exemple de la partie énergétique, donc frein sur le changement climatique, les premières actions qui ont été faites, ça a été de commencer à implémenter des panneaux solaires sur toutes les usines, sur tous les sites de production,
et également d'avoir des contrats avec des prestataires d'énergie qui produisent de l'énergie renouvelable. Pourquoi on met des objectifs si lointains sur un net zéro carbone? C'est parce qu'il faut aussi s'assurer que l'entièreté de la chaîne, en amont et en aval, jusqu'à la livraison, permet d'avoir ces émissions de CO2 à zéro. Alors pour ça, ce qui s'est passé, c'est qu'à force d'implémenter ces partenariats, ces contrats, ces sources d'énergie renouvelable via le solaire, la progression a été très, très bonne. Et en 2022, donc il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, on a soumis notre programme à un organisme qui s'appelle le SBTI, qui est le Science Based Target Initiative, qui pourrait se traduire par le groupe de vérification scientifique des objectifs liés à l'environnement. Et donc, en gros, cet organisme est là en charge de vérifier scientifiquement que les objectifs sont atteignables, que les actions qui sont mises en place vont permettre d'y arriver et que c'est scientifiquement prouvable qu'une entreprise se donne tel ou tel objectif. Et donc ça a été validé en 2022 et ça nous a permis de mettre un nouvel objectif à 2040 pour le net zéro, donc zéro CO2, émission CO2, d'ici 2040. Et ça, c'est pour l'entièreté de la chaîne au niveau de la production et de la distribution. Si maintenant, on peut regarder un autre volet qui est aussi assez intéressant, c'est le volet ressources naturelles. Alors celui-là, un des grands enjeux, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les plastiques vierges. Donc ce sont les plastiques, on va dire, à première utilisation qui proviennent de la pétrochimie. Donc ce sont les plastiques non recyclés. Et à ce niveau-là, Sony a utilisé son innovation pour créer un nouveau matériau qui s'appelle le Sorplast, qui est un plastique recyclé. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que pour les produits électroniques, il faut un plastique dit technique d'ingénierie. Donc, il y a certaines propriétés de résistance à l'électricité, à la chaleur et des propriétés mécaniques très spécifiques. Et donc, c'était ça l'enjeu. Et ce plastique Sorplast qui est fait à partir de bouteilles en plastique, CD-ROM et vieux CD de musique, et jusqu'à 99% fait de matériaux recyclés. Et ce plastique qui a été utilisé maintenant, si on veut regarder quelques chiffres de 2023, il a permis d'économiser plus de 6800 tonnes au niveau du groupe Sony de plastique vierge. Si on rapporte ça aux produits d'imagerie numérique, donc les alpha, les RIX, ZV, etc., et les objectifs, c'est 380 tonnes de plastique vierge qui a été économisé. Les premiers produits sur lesquels on a implémenté le Sorplast d'une manière pratiquement à 100%, c'est la série des produits Vlog, donc par exemple le ZV1F, la coque externe et les éléments internes sont faits sur place. On va retrouver ça aussi sur ZV Mark II. Pour un petit peu envelopper ou faire un résumé, le programme de Road to Zero ou Mission Zéro Émission, ce n'est pas uniquement la partie émission de CO2, mais c'est également un ensemble d'actions qui est faite. Et l'ensemble du projet sera délivré en 2050. En revanche, l'émission zéro carbone en objectif 2040. Bon, bah, Yann, il raconte plein de choses très intéressantes. Est-ce qu'on y croit à zéro émission d'ici 2050, voire même 2040? Mais toute production est forcément carbonée. Enfin, je veux dire, c'est implicite, que ce soit du transport, que ce soit l'exploitation d'un matériau, a fortiori en photo, il faut du silicium pour faire des capteurs. Enfin, je veux dire, le zéro carbone est absolument impossible. Donc là, bon, on est sur un exemple assez prononcé de greenwashing, ce qu'on appelle tout simplement le greenwashing. Voilà. Maintenant, faut saluer l'ambition après. Alors, zéro, c'est peut-être un petit peu too much, mais d'aller vers une décarbonation ou moins de carbone, une décroissance au niveau du carbone, tous ces termes-là, ok. Mais le zéro carbone, c'est impossible. Et ça passera forcément par des programmes de
de compensation. Je veux dire, Sony va se retrouver le premier planteur de forêt dans le monde à horizon 2050. Non, mais après, Sony a pris de vrais engagements et par contre, assez pionnier. Alors, il n'y a pas de données vraiment là-dessus, parce que tout à l'heure, on a cité l'excellent hors-série de réponses photo, qui sera d'ailleurs disponible à l'achat au Salon de la Photo, je le précise au passage, parce qu'on ne le trouve plus en librairie ou en ligne. Il n'y a pas de données, les constructeurs ne se mouillent pas, il n'y a pas vraiment de chiffres, il n'y a que des ambitions, mais Sony, en tout cas, indique pour la première fois depuis quelques années, recycler certains de ses appareils, de ses propres appareils, pour en concevoir de nouveaux. Ouais. Donc dans là, certains produits photo, on a déjà ça qui est intégré. Voilà, exactement. Donc ça, c'est quand même déjà bien. Alors, peut-être que dans d'autres secteurs, on va rire en entendant ça, on va se dire, oui, il n'est pas trop tôt, mais enfin, il n'est jamais trop tard. Donc ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, aller vers des slogans zéro carbone, non. Après, il faut rappeler que ce qu'il y a dans un appareil photo, un capteur, une batterie, on sait que pour produire un capteur, alors c'est l'industrie des semi-conducteurs, ça demande énormément d'eau dans l'usine. Enfin, les optiques aussi, toi qui as visité dans toutes les usines d'optiques récemment. Les services de cloud qui sont aujourd'hui proposés par les marques quand on achète un appareil avec tant de mois gratuits d'utilisation, donc sur des serveurs qui sont hébergés dans des pays nordiques, etc. Donc, non, zéro carbone, ce n'est pas possible. Ou alors, on fait un sténopé en carton, à partir d'un carton trouvé dans la rue. Là, oui, c'est un appareil zéro carbone. Oui. Mais chaque constructeur aussi a son programme. Certains mettent des panneaux solaires sur leurs usines pour alimenter la production, mais ça ne remplace pas le fait que il faut extraire des terres rares, il faut donc creuser des mines, il faut il y a plein de traitements chimiques, polluants, etc. On parlait des usines. Quand j'ai visité donc une usine de fabrication de verre au Japon, alors Hikari Glass de Nikon, c'est nickel. C'est-à-dire qu'ils ont quand même bien pensé ils ont un système qui récupère tous les gaz pour que rien ne s'échappe. Après, ça reste une fabrication de verre, il y a de la matière, ça se chauffe, ça se refroidit avec de l'eau, voilà, il y a toujours des choses. Claire. Non, moi j'ai envie de réagir sur le fait qu'ils utiliseraient de l'énergie renouvelable. En fait, ça n'existe pas, l'énergie renouvelable. Il y a le vent, mais si on veut le transformer en énergie, il faut des éoliennes. Il y a de la maintenance. Il y a de la maintenance. Puis il y a la fabrication de l'éolienne. Enfin, voilà. Je vais pas... c'est pas mon rôle et je suis pas ingénieur, mais en fait, ça n'existe pas. Et moi, moi qui m'occupe de la communication, c'est dangereux d'expliquer aux gens qu'il y a des choses renouvelables, des choses machin, parce qu'il y a un moment, on ne pourra plus le dire. Et donc, en fait, c'est quoi l'effet pervers de ça? C'est qu'à la fin, les gens vont nous dire, vous savez quoi? Moi, les injonctions, et ça commence, je commence à en avoir ras-le-bol, parce qu'en fait, à chaque fois, vous me racontez que vous allez raser gratis demain, et c'est pas vrai. Et donc, il faut faire le pari de l'intelligence des gens, il est nécessaire de regarder les choses en face. Il n'y a pas de solution magique. Donc, en revanche, une trajectoire de décarbonation, elle est cruciale, elle est fondamentale. Moi, je serais assez curieuse de savoir quelle est la feuille de route de Sony, et probablement que c'est un slogan, je suppose. Je ne vois pas comment ce serait possible. Mais toute initiative à un niveau industriel doit être saluée, parce que ça a un vrai impact. En fait, il y a une responsabilité dans la communication. Les gens ne sont pas idiots, il ne faut pas leur raconter n'importe quoi si c'est une promesse qui n'est pas tenable. C'est un peu un basique. Mais... Et c'est dommage parce que ça gâche les engagements qui sont pris. Et ça gâche les engagements qui sont pris. Et surtout, il y a besoin d'une montée en connaissance, en compétence globale sur ce qui est durable, ce qui ne l'est pas, sur toutes les solutions. Donc en fait... trop simplifier les discours, c'est pas la solution. On n'est pas là pour faire de la population générale des ingénieurs en environnement. En revanche, juste un petit peu d'humilité et de transparence, je pense que ce sera utile à tous, et en premier lieu aux industriels. Est-ce que tu peux nous parler, Claire, un peu du recyclage des déchets? Alors, ça a été un peu le fil rouge quand même depuis le début de cette émission, mais concrètement, voilà, j'ai un appareil photo, un D3E, donc hors d'usage, non réparable, où je ne veux pas
le faire réparer. Je le fous dans la poubelle du tout venant ou je le mets à un endroit spécifique. Et une fois qu'il est dans cet endroit spécifique, qu'est-ce qui lui arrive? Mes oreilles saignent. Non. Surtout pas dans le bac à ordures ménagères, surtout pas dans le bac de tri, le bac jaune. Là, c'est juste les emballages. Donc, en fait, soit vous trouvez les bacs verts, écosystème ou pas, parce que parfois les supermarchés, dans les supermarchés, les hypermarchés, dans les magasins spécialisés, qui doivent avoir des bacs de recyclage ou en déchetterie, tout simplement. Et après, une fois qu'il est dans ce bac vert, qu'est-ce qui lui arrive à cet appareil photo? Alors, il va être traité dans un... Alors, je la fais courte, sinon on est encore là dans 3 jours. Oui. Donc, il y a évidemment des subtilités, mais je ne vais pas rentrer dedans. Les appareils photo, nous, on les traite dans un flux d'équipements qu'on appelle le PAM, c'est-à-dire les petits appareils. Et donc, ils sont tous traités ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont arriver dans un centre de traitement. Nous, on va venir les collecter. On les envoie dans un centre de traitement, dans un centre de recyclage. Ils vont passer sur un tapis, sur un flux. Et là, on va schématiquement séparer la batterie, s'il y a une batterie extractible. Et ensuite, on va mettre tous ces appareils. Donc, on va avoir un grille-pain avec un appareil photo, avec une brosse à dents. Voilà. Okay. On met tout ce petit monde-là dans un shaker géant. On secoue très fort pour éclater les appareils de telle sorte qu'on soit en capacité ensuite de séparer les matières avec soit de la flottaison, ce qui permet au plastique de flotter à la surface et de les séparer du reste des matériaux. Ensuite, les métaux, qu'ils soient ferreux ou non ferreux, il y a des façons de les séparer, pareil, par la technologie. Et ensuite, tous ces matériaux, plastique, métaux ferreux, métaux non ferreux, verre, et puis d'autres choses, c'est envoyé dans un deuxième rang d'usine de recyclage, là, qui est spécialisé dans la matière, pour faire une deuxième salve de dépollution d'éventuels résidus, pour tester la qualité des différentes résines. Le gros enjeu, c'est le plastique. Le plastique n'existe pas, c'est les plastiques. Il existe des milliers de molécules de polymères différents. Et la complexité, c'est ça. C'est de savoir recycler le plastique. Si dans le flux qu'on reçoit, il y a du plastique qui a déjà été recyclé, donc il a ses propriétés, les molécules, certaines ont été cassées, ses propriétés ne sont pas les mêmes, donc ce n'est pas infini. Donc c'est un vrai enjeu, c'est une vraie complexité. Il y a énormément de recherche et développement, il y a énormément de tests qui sont faits sur tout un tas de typologies de plastique. Mais après, la complexité aussi, c'est de passer au niveau industriel. Donc vous voyez, c'est un champ exploratoire gigantesque, c'est un enjeu industriel très fort, beaucoup plus que sur les métaux, où là, il y a une possibilité d'économie circulaire des matières qui est très fort. Est-ce qu'on peut avoir une idée, s'il y en a une, d'un taux de recyclage d'un appareil photo? Aujourd'hui, en France, on parle de quoi? 20%, 30%, 80%? Le taux de recyclage des petits appareils électriques, il est en moyenne entre 73 et 74%, suivant les années. Ça évolue, bien sûr. Mais je ne peux pas vous donner pour un appareil photo, puisque, comme vous l'avez compris, on met tous les petits appareils dans un grand shaker. Et en fait, là, moi, je vous parle dans la globalité, de la moyenne dont sont constitués ces appareils. On arrive à recycler, et c'est relatif au poids. Donc, voilà. Donc, je ne peux pas vous dire plus. On ne peut pas le faire à l'appareil, puisque le coût du recyclage serait pas le même, donc les éco-participations non plus. Donc voilà, on raisonne pas à l'appareil. On raisonne à l'appareil quand on parle de réparation, bien sûr. En tout cas, là, on parle des produits. Juste un tout petit mot sur les emballages, parce que là, il y a des vrais engagements qui ont été pris, plutôt respectés par tous les constructeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reçoit un appareil, on l'ouvre, nous, pour un test ou autre. Il n'y a plus de plastique dans les emballages. C'est déjà ça. Franchement, il y a peu de temps. Encore des gros manuels là, de 200 pages là. Vous voyez, il y a quelques quelques manuels, il y a un petit peu de papier, mais du papier recyclé, mais il n'y a plus cette quantité incroyable de plastique qui servait à protéger des petits sachets en plastique pour les câbles, des petits sachets. Voilà. Maintenant, il y a des petits sachets papier maintenant et des emballages en carton formés.
Et à propos de câbles, je voudrais rajouter un énorme enjeu. Mm. Les câbles aussi se recyclent dans les mêmes bacs que les appareils électriques. Donc, il ne faut jamais les oublier puisqu'ils ont du mal à C'est vrai. rejoindre nos centres de traitement. Et c'est un enjeu fort. Et dans les câbles, la gaine, il y a beaucoup de polluants. Donc, ramenez-les dans nos bacs. Eh bien, je vais suivre ton conseil parce que Mm. j'ai plein de câbles, C'est ça. effectivement. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais je pense que tout le monde a plein de câbles dans son tiroir. Un tiroir à câbles, Ah ouais, j'imagine. complètement. au cas où. Oui, puis qui servent plus, quoi. Bon, et on peut aussi s'intéresser à l'impact carbone de la production des images en elles-mêmes. Alors, on peut par exemple parler de l'empreinte carbone des photographes voyageurs, des ravages du tourisme de masse et même du bilan carbone des productions audiovisuelles. On vous propose d'écouter le témoignage de Stéphane Faudeux, le directeur du SATIS, le salon dédié à la création et aux innovations technologiques au service des marchés médias, du divertissement et de la communication audiovisuelle, qui nous explique ce que l'industrie audiovisuelle est en train de mettre en place sur ces sujets. Selon Ecoprod, le secteur de l'audiovisuel et du cinéma aurait émis un peu moins de 1,7 million de tonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année sur ces dernières années. La transition écologique, c'est quelque chose à la fois d'ambitieux, parce qu'on en parle beaucoup, il y a déjà des choses qui se font, mais il y a une importance, je dirais, qui est symbolique, il y a une dimension qui se veut, je dirais, vertueuse lorsqu'on produit des contenus. Il faut veiller, je dirais, à l'intégralité de la chaîne de production. Donc, il y a des sujets qu'on imagine qui sont assez, qui sautent aux yeux. Ça va être bannir les groupes électrogènes des lieux de tournage. C'est déjà fait en partie sur Paris. Il y a même eu des tentatives assez en développement de systèmes de groupes électrogènes utilisant de l'hydrogène. Ça peut être aussi se tourner vers la location, que ça soit sur le matériel technique, mais aussi sur du décor, du mobilier. Alors c'est vrai que dans le cinéma, on a déjà cette habitude d'utiliser beaucoup la location, mais on détruit des fois aussi des décors à l'issue d'un tournage. On voit pour certaines séries, c'est assez dramatique parce que si la série marche, il va falloir reproduire à nouveau ces éléments de décor. Sony produit sa propre technologie autour des dalles LED et a développé des studios virtuels, de la virtuelle production, et justement essaie de vendre cette technologie en disant aussi qu'elle est plus éco-responsable, puisque plutôt d'aller filmer dans la jungle amazonienne, vous allez pouvoir recréer des séquences en studio avec un réalisme proche de la réalité, si on peut me permettre. Mais voilà, ils ont cet axe-là aussi. Ça va être aussi avoir une charte avec les prestataires qui seront engagés dans cette démarche éco-responsable. Ensuite, il y a ce qui est un peu moins visible, mais qui est peut-être encore plus délicat, c'est tout l'aval, c'est-à-dire c'est la post-production. La post-production où, surtout aujourd'hui, alors d'un côté, on dit j'utilise le cloud comme ça, j'utilise moins de support, je me déplace pas, mais utiliser massivement du stockage dans le cloud, des ressources virtualisées, c'est aussi source de pollution. Mais si on parle du cinéma, lorsqu'on fait des demandes de subventions auprès du CNC, du Centre national de la cinématographie et de l'image animée, il faut présenter un bilan carbone. Alors je précise au passage que l'édition 2024 du SATIS se déroulera au Dock de Paris, en Seine-Saint-Denis, les 6 et 7 novembre prochains, et qu'un cycle des conférences sera dédié à ces sujets d'empreinte carbone. Une fois de plus, on pourrait débattre de tous les points qui ont été abordés par Stéphane dans ce témoignage. Il met le doigt sur le paradoxe de la post-production avec l'utilisation massive du cloud. Tu l'as évoqué, Benjamin, ça c'est presque un sujet d'émission à part entière.
Bah, t'as tout dit. Oui, ouais. Non, mais c'est notre émission. Tout comme on pourrait faire une émission sur, on en parlait en off avec Damien, sur les festivals qui désormais mettent l'écologie au premier plan. On pense à Photoclimat, on pense à la Gacilly, un festival auquel on a consacré une belle émission. Il est évident que c'est peut-être pas forcément perceptible chez tous les utilisateurs que le moindre gigaoctet qu'on met en ligne est finalement polluant, a un impact au niveau de notre consommation carbone. Bon, en tout cas, on a bien compris au cours de notre discussion que finalement ce défi de la transition écologique dans tous les domaines et en particulier et aussi dans le domaine de la photo et de la vidéo, ça touche tous les acteurs de cette pratique, de cette industrie, les producteurs évidemment, les revendeurs aussi, les consommateurs, utilisateurs, qu'ils soient passionnés ou professionnels, et même les pouvoirs publics. Claire, est-ce que vous avez foi en l'avenir chez Ecosystème? Est-ce que les choses évoluent dans le bon sens? Alors, je parlerai pas j'utiliserai pas le vocabulaire religieux. La question, c'est pas une question de foi ou pas. Ce qui est fondamental, c'est d'agir et c'est ce qu'on fait. Et personne n'a la solution unique qui va tout résoudre. On doit tous agir. Et pour rebondir sur juste l'industrie audiovisuelle, en fait, la première étape, c'est de mesurer. Et il y a mesurer son empreinte. Et il y a un effet mécanique. À partir du moment où on mesure, on progresse. Donc voilà, il faut commencer par petits pas. Mais oui, bien sûr, j'ai foi et il faut, parce que sinon... Quand tu dis mesurer, c'est passer par les applications qui permettent de simuler son empreinte carbone, par exemple, comme on peut le faire pour sa consommation alimentaire, ses trajets, etc. Tout. Et c'est vrai qu'on prend la mesure des choses parfois. Il existe plein d'outils, que ce soit à l'ADEME, que ce soit par industrie aussi. Et je pense que c'est une bonne façon de commencer à agir, parce qu'en plus, on voit là où on peut progresser simplement. Et donc, moi, j'engage chacun à titre individuel ou professionnel à se poser la question et à mesurer son empreinte. Ça lui donnera plein d'idées. Bon, Damien, tu sais ce qu'il reste à faire sur Phototrend, développer un module qui permet de mesurer l'empreinte carbone de nos chers photographes et vidéastes avec toute une série de conseils que tu pourrais leur divulguer. C'est une bonne idée, ouais. Allez, on conclut là-dessus. Merci à tous.